dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, 16h49, le retard est là, le retard est au rendez-vous, mais c'est ce qu'on aime, c'est l'esprit qu'on aime, j'espère que vous allez bien les copains, on se retrouve pour ce 381e épisode du Juste Bistrot, profitez de ce poil lustré qui sera coupé demain, première info d'ampleur, voilà, je vous ai saisi un petit peu comme ça, saisir la balle au bon, demain c'est coiffeur. Voilà, pour ceux qui suivent, c'est une fois par mois. On a largement passé le mois régulier, donc j'ai clairement l'impression d'être une jambe de Chewbacca. Donc demain, on y est. Demain, on est chez le coiffeur. Voilà, vous en avez rien à foutre, mais je vous fais monter en pression gentiment sur les sujets qui nous attendent aujourd'hui. Donc bonjour à tous les amis, installez-vous confortablement. Merci à Wi-Fi Paris pour le sub 9e mois. Merci également à Fredo Diabolo, qu'on embrasse, Prime 22e mois, extraordinaire. Donc voilà les copains. Voilà, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet. Voilà, c'est le plus important. Les copains, voilà, Stealth 5 qui nous dit demain c'est ma douche mensuelle, voilà, c'est bien, non mais c'est chacun son épreuve, c'est très important, et merci à Dr Nuts pour le sub, Dr Nuts 59 qui plus est, pour le subprime 24e mois, voilà, alors les amis, au milieu, aujourd'hui, pas mal de choses qui nous attendent dans ce Juste Bistrot, on va parler de Xavier Niel qui revient au premier plan, on va parler un petit peu du bonhomme, rappeler certains dossiers, on va également parler encore un petit peu d'hégémonie culturelle avec une vidéo sur le néolibéralisme. On en a parlé hier, on va revenir un petit peu là-dessus. Et parmi les sujets du jour, on aura également Aurore Berger en PLS, les copains. On aura pas mal de choses. Mick BBQ dans le chat qui dit, et à toi aussi Rémi, je suis traiteur barbecue du côté du Cress, où tu te produis le 14 décembre, absolument. Il y a peut-être moyen de te faire déguster mes spécialités. Alors avec grand plaisir, camarade, n'hésite pas à m'écrire par mail qu'on papote, voilà. Sachant que je serai dans le secteur avant, donc voilà, n'hésite pas. Voilà, mon mail est dans le chat, n'hésite pas. Merci à Dans ton milieu qui vient d'offrir 5 subs extraordinaires. Merci camarade. 5 subs offerts à Eddy le mélomane, Twi 7880 KGV, Spanish Botox, les paysans de Culmont 1789 et Grégouille 78C
très belle mensuration, merci beaucoup. Les amis, voilà, ça fait plaisir. Voilà, quel plaisir les copains, on se retrouve. Alors, on va aussi parler du discours de politique générale de Michel Barnier. On va revenir rapidement dessus. D'entrée de jeu, si vous voulez, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé environ la moitié. Voilà, pour aller tout de suite dans l'actualité. Alors, c'est sympa. Merci à Patef pour le subprime 4e mois. C'était sympa. Michel Barnier a un côté tonton rassurant, qui est pas mal. Mais bon, d'entrée de jeu, il a commencé son discours avec une référence à De Gaulle. Bon, déjà en termes de culot, on est quand même sur une belle ampoule parce qu'on parle d'un mec qui a trahi la France à plusieurs reprises de par son ultra proximité avec le projet de l'Union européenne, le projet de l'OTAN. Donc voilà, il a osé comme on dit, mais après tout, pourquoi pas. Mais le problème, franchement, alors le truc qui d'entrée m'a marqué, enfin, l'Assemblée est peuplée d'abrutis. On va être très clair, hein, tout le monde dans le même paquet. C'est désespérant, c'est-à-dire que le mec parle depuis 3 minutes et t'as déjà une tripotée d'abrutis qui hurlent, qui piaillent, qui rigolent, qui font des blagues. T'as une logique de happening, hein, on se croirait sur le plateau d'Hanouna, comme quoi il n'y a pas besoin d'être racheté par Bolloré pour faire de la merde. On a eu des députés, alors apparemment c'est la France Insoumise qui brandissait des cartes électorales. Alors, pourquoi? Est-ce que c'était pour rappeler qu'ils avaient contribué à faire élire des membres de la Macronie? On a toujours en tête Elisabeth Borne et Darmanin, mais ça piaillait de tous les côtés, hein, évidemment, une véritable basse-cour. Donc, bon, c'est assez lamentable, c'est vraiment assez lamentable. Merci à Nostro pour le subprime 9e mois. Après, sur le discours en tant que tel, les amis, donc comme dit, hein, pour avoir regardé un petit bout, un bon bout, sur le discours en tant que tel, voilà, je vous partage un peu mon ressenti là-dessus, à vous de me dire, hein, pour ceux qui ont regardé les amis, je trouve que ça n'était pas le pire des discours. Ça n'était pas du tout un discours de politique générale, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça fait 3-4 jours que les médias nous bassinent avec les annonces marquantes qui vont être faites par Michel Barnier, notamment sur le plan économique. Il en résulte absolument rien. C'était un discours de campagne électorale avec un Premier ministre qui multiplie les constats. Voilà, l'hôpital va pas, l'immigration faut réguler, l'économie, effectivement, va falloir faire des coupes. On va demander aux plus riches. Alors, on n'en sait pas plus, mais il va demander aux plus riches. Parce que si on nous refait le sketch, hein, de la classe moyenne comme depuis 30 ans, les plus riches sont la moitié des Français. Donc, en fait, voilà, Michel Barnier a multiplié les constats, des constats qui sont pour moi ceux d'un candidat à la présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune action sérieuse, il n'y a aucune mesure concrète, enfin, sauf erreur, hein, je n'en ai pas vu. Donc on a un discours qui était bien mené, qui est sympathique, comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé Michel Barnier plutôt clair dans le ton, plutôt sympathique. Il s'est même permis quelques petites blagues, hein, notamment à un moment donné, il parle de mesures proposées par des partis d'opposition qui se situent sur une ligne rouge. Et il a rajouté, voire très rouge. Voilà, clin d'œil, t'as eu l'extrême gauche, le communisme. Bon, après, c'est Michel Barnier. On parle pas non plus d'Edgar Rive, hein. C'est pas l'humoriste à la mode. Mais voilà. Donc, il y a Jesky Wolf dans le chat qui dit c'était moins chiant que Borne déjà. Évidemment. Bon, en même temps, moins chiant que Borne, ça s'appelle un toucher rectal. Enfin, plus chiant que Borne, ça s'appelle un toucher rectal. Quand même pas l'oublier. En termes de fun, Elisabeth Borne, c'est une piqûre de moustique à l'apéro à 19h. C'est quand tu commences à te détendre, pique, ça gratte. Et ça gratte sur le sommet du pied. On a tous connu ça. Terrible, terrible. Donc, non, plus chiant que Borne, c'eût été une performance. Voilà, c'eût été pas, hein, ce n'eût été pour l'instant. Donc voilà un petit peu ce discours de politique générale. J'aimerais bien vous en dire plus, les amis, mais franchement, une fois n'est pas coutume, ces derniers jours, nos médias ont fait un tintouin pour pas grand-chose. Et qui dit tintouin, dit bien sûr Tintouin au Tibet, la bande dessinée, hein, la blague, l'humour, c'est le juste bistrot, c'est cet humour moyen, hein, qui vous fait revenir, bande de tarés. Voilà, non, mais je rigole, je dis ça avec beaucoup d'amour, bien évidemment. On le redit, les amis de Twitch et Facebook, les amis de Twitter et Facebook, pardon, rendez-vous sur Twitch, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux. Hier, vous étiez plus de 440 en moyenne sur l'émission, donc rejoignez-nous sur Twitch pour nous donner de la force. Il y a de plus en plus de nouveaux qui débarquent. Regardez le Juste Bistrot.
et ça fait plaisir. C'est grâce à vous, les amis. Juste Milieu grandit grâce à vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch directement pour faire péter les algos. Voilà, on est pas mal. Et non pas Hidalgo. Attention, pas de confusion, bien évidemment. Dans les sujets du moment, merci à Kuk666 pour le subprime. 24e mois, 2 ans extraordinaires, 2 ans de Juste Bistrot. Je vous présente avec beaucoup de fierté également mon infusion à la menthe poivrée. Donc là, on est très clairement sur une alliance à gauche. Hein, ça y est, on est sur un projet d'ouverture de Biocoop. Hein, comme on dit, qui boit de la menthe poivrée boit de la menthe poivrée. J'ai pas énormément de chutes là-dessus. Mais voilà, on est sur un virage qui est clairement pris. Alors, dans les sujets du jour, on va y aller gentiment. Mais d'abord, le journalisme de terrain qui n'a pas fini de nous régaler aujourd'hui en France, vous avez vu, avec BFM TV, reportage de terrain concernant le passage à 50 km/h sur le périph' parisien. C'était ce matin à la télévision. Prends ça Albert Londres. Je crois qu'on peut le dire, je crois qu'on peut y aller. Alors vous avez raison Christophe Aline, effectivement je suis avec Claude et il me dit que cette mesure est tout simplement intenable. Claude, vous n'êtes pas content ce matin? Écoutez, non, en fait c'est ridicule. C'est encore une lubie de la maire de Paris. Voilà, 50 km/h, je me suis mis à 50 km/h sur le périphérique. On se fait doubler par tout le monde. Ça commence déjà à charger, il est 6h08 et tout le monde nous double quand même. C'est intenable. Ça va être comme l'interdiction des motos en interville. Ça va être comme le 30 km/h à Paris. C'est pas respectable. Et ce qui n'est pas respectable ne peut pas être respecté. C'est mon avis. Merci Claude. Effectivement, je confirme que depuis tout à l'heure, tout le monde est en train de nous doubler. Et d'ailleurs, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il y a encore des panneaux 70 en même temps que les panneaux 50. Donc en fait, on ne sait même pas si les gens sont vraiment au courant que... Voilà, hein, voilà le journalisme d'investigation en France sur BFM. Alors, cette histoire de périph', hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, la Reine des Neiges, Anne Hidalgo, a décidé de maintenir la régulation à 50 km/h sur le périphérique parisien. Régulation qui avait été mise en place au moment des Jeux Olympiques, où ils avaient dit pour faciliter la circulation des athlètes et de ma grand-mère. Et Anne Hidalgo, elle s'est dit, tiens, je vais maintenir tous les trucs qui ne servent à rien depuis les JO. Les anneaux sur la Tour Eiffel, par exemple, elle veut les garder. Et le 50 km/h sur le périph' parisien. Elle s'est dit, c'est une super bonne idée pour faire circuler les athlètes. Alors, il n'y a plus d'athlètes, mais elle veut les garder. Alors, petite subtilité, parce que nous sommes en France, l'administration française est, si vous voulez, de l'ordre de l'art contemporain aujourd'hui. Pour vous donner la situation véridique, hein, vous vérifierez dans les journaux, pour ceux qui ne me font pas confiance, qui oseraient mettre ma parole en doute. Bande de fascistes. Normalement, cette régulation doit être approuvée par la préfecture de police de Paris, dirigée par Laurent Nunez. Et Laurent Nunez a déjà clairement dit qu'ils allaient étudier l'application de cette règle et que rien n'était certain. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la préfecture de police de Paris n'a pas réglé les radars à 50 km/h. Ils sont toujours à 70. Ce qui fait que vous pouvez rouler à 70. Jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez rouler à 70 alors que des premiers panneaux 50 ont déjà été installés cette nuit et ça va continuer là sur plusieurs jours. Donc c'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. Alors, à ce détail près, hein, Anne Hidalgo a dit qu'elle voulait garder tous les trucs issus des JO. Mais rappelons quand même que plus personne ne s'est baigné dans la Seine depuis les Jeux Olympiques. On n'a plus de nouvelles. Hein, c'est la baignabilité la plus courte du monde. Ça aura duré 3 semaines. Voilà. Oudéa Castéra ne se baigne plus. Je reprends la vanne de Franjo, hein, le camarade Franjo qui était très drôle, qui disait dans un passage, qui disait Anne Hidalgo, elle veut garder tout comme tout pareil que pendant les Jeux Olympiques, les anneaux sur la Tour Eiffel, les 50 km/h. Franjo rajoutait, lui, il est d'accord si Hidalgo reste dans la Seine. Et effectivement, je le soutiens, à 2 doigts de lancer une pétition par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu l'affaire par rapport à cette histoire de 50 km/h. C'est sidérant, mais notez que tous les panneaux sont en train d'être changés. Hein, donc ça coûte évidemment de l'argent public, hein, qui plus outre. Et malheureusement, la brillante responsable des finances de la ville de Paris, j'ai nommé Lucie Castex, n'est plus en poste. Donc c'est pas elle qui va s'occuper de la calculatrice. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, on continue en parlant de choses inutiles, sans transition, mais vous allez voir, c'est magnifique. Aurore Berger.
Aurore Berger, qui était sur France Info ce matin. Vous avez peut-être vu ça, hein, elle est revenue sur le scandale des crèches dans lequel son nom a clairement été évoqué. Je vous montre la séquence, c'était ce matin sur France Info. Été auditionné par une commission d'enquête parlementaire l'année dernière, et là-bas vous y avez affirmé, je cite, ne pas avoir d'amitié, d'acquaintance, de relations personnelles avec aucune personne d'aucun lobby. Certains se demandent alors aujourd'hui s'il y a eu parjure devant cette commission d'enquête. Et donc Louis Boyard, député LFI, rapporteur du PLFSS branche famille, a demandé à vous auditionner sur le sujet. Il vous a écrit le 18 septembre dernier, mais sa demande est restée lettre morte. Mais qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Quand vous êtes en commission d'enquête, c'est un acte qui est extrêmement engageant parce que vous prêtez serment. Oui. Vous prêtez serment et si vous mentez, vous vous exposez à du pénal. Vous vous exposez à de la prison. Donc évidemment, en aucun cas, je n'ai menti dans une commission d'enquête. En aucun cas, je ne me suis parjurée dans une commission d'enquête. Donc je dément catégoriquement ces allocations qui ne sont basées d'ailleurs que sur les dires d'adversaires politiques. Comment est-ce que vous qualifiez les relations avec cette et sur le fondement d'un livre, encore une fois, que j'attaque en diffamation. Porte-parole du lobby des crèches privées. Quelle est la nature de vos relations ? Professionnel, encore une fois, ou alors il faut expliquer que c'est une relation amicale avec quelqu'un que j'ai jamais vu en tête-à-tête, avec laquelle j'ai même jamais pris un café de ma vie. Voilà, professionnel. Parce que quand vous êtes ministre, votre travail c'est quoi ? Votre travail c'est de discuter avec l'ensemble de celles et ceux qui ont un avis, qui ont une position. Ça veut pas dire que vous épousez leur position. Ça veut dire qu'à un moment vous vous forgez des convictions. Mais vous voyez, mon nom de famille, il est important pour moi. C'est ce que j'ai hérité de mon père. C'est un homme qui était honnête et intègre. C'est aujourd'hui ma mère qui m'appelle en larmes en me disant il y a des gens qui veulent t'envoyer en prison. Donc à un moment, faut arrêter. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos vies, ça a des conséquences sur nos familles. Je n'ai pas menti. Je ne me suis pas perjurée. J'attends qu'on me juge sur les actes qui ont été les miens. Ces actes, ils sont clairs. J'ai changé la loi. J'ai renforcé les contrôles. J'ai renforcé les moyens. Et surtout, encore une fois, maintenant la justice est saisie. En effet, le temps judiciaire est différent. Vous allez répondre du coup à la demande d'audition de Louis Boyard ? J'espère que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à l'issue de cette procédure judiciaire, qui je le pense démontrera la diffamation, j'espère que vous me réinviterez. Parce qu'en général, vous le savez très bien, dans ces cas-là, il y a beaucoup plus de battage médiatique au moment où il y a une rumeur, il y a beaucoup moins de battage médiatique au moment où une décision de justice est rendue. Juste rapidement sur Louis Boyard, il attend une réponse de votre part. Mais il n'est pas juge, Louis Boyard. Il est très loin d'en avoir la qualification et les compétences. Donc encore une fois, s'il y a des questions à me poser, qui me les adresse par écrit, il n'est pas président d'une commission d'enquête, je n'ai aucune justification à devoir en permanence m'exprimer. Je me suis exprimée par mes actes, je suis allée devant une commission d'enquête qui a eu lieu, et donc je crois que tous mes propos sont publics. Voilà, donc très clairement, Aurore Berger et Rod, tout Jérôme Cahuzac, elle a l'air sûre d'elle. On peut pas lui enlever ça. Elle a l'air sûre d'elle. Alors la dernière fois que quelqu'un en commission avait l'air aussi brillant, c'était Marlène Schiappa, la commission du Fonds Marianne. On se rappelle un peu la branlée prise par le président de la commission d'enquête à l'époque du côté du Sénat. André Chassaigne, si je dis pas de conneries, je crois que c'était lui. Je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Mais sur cette affaire-là, Aurore Berger a l'air vraiment carrée. Aurore Berger a l'air carrée. Soit elle ment très bien, soit on est chez Juste Milieu, il faut reconnaître les choses, soit peut-être c'est vrai, et il n'y a absolument rien de répréhensible dans ce qu'elle a pu faire concernant cette histoire-là. Donc, moi je dis affaire à suivre. Je vous avoue que je suis assez impressionné par sa capacité à rester droite dans ses bottes. Victor Macno nous dit dans le chat, apparemment dans le bouquin il y aurait des preuves. Il faut que j'achète le bouquin. Pour tout vous dire, j'aimerais vous en parler. Donc affaire à suivre, tout en sachant que le Parisien nous le dit il y a 4 heures, Aurore Berger a déposé plainte pour diffamation lundi contre le journaliste d'investigation Victor Castanet. Donc il y aura enquête, parce qu'elle porte elle-même plainte pour diffamation. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et on a une séquence du Figaro publiée il y a à peine 20 minutes qui nous montre la réaction du journaliste d'investigation Victor Castanet. J'ai eu des échanges WhatsApp, des messages Telegram, des mails rédigés par la ministre et des témoins à la fois côté privé et côté de ses collaborateurs,
au sein de son cabinet ministériel, qui raconte effectivement comment Aurore Berger et Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération des crèches privées, se sont entendus il y a un an maintenant, au moment de la publication de 2 ouvrages consacrés au secteur, se sont entendus pour gérer leur séquence médiatique, pour que, en gros, la patronne de la Fédération des crèches privées soutienne la ministre dans ses propositions, n'attaque pas la politique gouvernementale, alors même qu'elle avait un certain nombre d'adhérents qui voulaient le faire, et qu'en échange, le gouvernement de Madame Berger aller faire preuve de bienveillance vis-à-vis des demandes du privé. Donc je raconte ça dans le détail. Et bon, moi j'accueille ça de manière très sereine parce que c'est 2 ans et demi de travail, que j'ai beaucoup de témoignages, que j'ai des preuves et que j'ai des témoins qui me disent que ils iront témoigner en justice s'il le faut, et je révélerai publiquement les documents en question si c'est nécessaire. Voilà, donc on est sur, pour l'instant, un procès d'ordre médiatique qui promet d'être intéressant parce que les 2 parties en présence ont l'air assez sûres d'elles, assez béton sur leur position. Donc affaire à suivre, hein. Victor Castanet, on le rappelle, c'est celui qui avait déjà publié un travail d'enquête extraordinaire il y a environ 2 ans qui s'appelait Les Fossoyeurs sur le système des retraites en France, prix Albert Londres 2022. Donc rappelons quand même que le prix Albert Londres est un prix remis aux meilleures enquêtes internationales. Donc, pour vous dire le niveau du monsieur et la consécration dont il a fait preuve. Et il est revenu il y a quelques semaines avec un bouquin qui s'appelle Les Ogres. Et cette fois, il se penche sur le système des crèches en France, le système de la petite enfance. Et là encore, avec des révélations qui risquent de faire trembler bien du monde. On se rappelle qu'avec les Fossoyeurs, il avait secoué vraiment l'organisation d'une entreprise comme Orpea, un des principaux groupes de gestion d'EHPAD en France. Et là, aujourd'hui, il s'en prend au monde des crèches. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. Mais en tout cas, tout le monde a l'air sûr de son coup autour de la table. J'ai évidemment hâte d'en savoir plus là-dessus. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce que tout cela nous dit, et on a hâte. Je vous avoue, ça reste entre nous, on est dans le juste bistrot, je croise les doigts pour que Aurore Berger soit prise en défaut, qu'il soit prouvé qu'elle est menti, pour voir à la fois le système médiatique prendre sa défense, parler de harcèlement, parler de je sais pas quoi, de sexisme, de réchauffement climatique pour la protéger, et de voir une fois de plus une tête de la Macronie s'en sortir avec une galipette. Donc j'attends de voir. Voilà, si je devais mettre une pièce sur l'option qui me plairait, c'est celle-là. Mais on est chez Juste Milieu, voilà, il faut rester. On verra ce que ça donne. Je prends vos messages. Il y a Twitchage qui dit si la plainte d'Aurore Berger pouvait la faire condamner, ce serait amusant, je suis d'accord. Golemo 4646, les requins rôdent autour de nos bambins. Stealth 5, mon Dieu, mais comment donner du crédit à la Macronie? C'est bien d'être dans le milieu, mais quand même. Merci à Céphalopode 84 pour le subprime, 24e mois, 2 ans, déjà. Merci Rémi pour le boulot, les humilier avec humour, très belle idée, merci beaucoup camarade. Et Bayard 92 qui nous dit, elle a porté plainte pour diffamation, mais elle retirera sa plainte avant le procès, c'est pour l'affichage. Alors effectivement, c'est possible aussi, mais on rebondira quand même sur cet argument extraordinaire de ouais, parce que mon papa c'est quelqu'un de bien. En fait, on a vu avec Darmanin qui utilise à l'envi l'argument que sa mère est femme de ménage, ça ne l'empêche pas d'être une ordure. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça ne se transmet pas. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Si mon père est boulanger, j'ai pas automatiquement des belles miches. Hein, excusez-moi, mais génétiquement, c'est pas obligatoire. Donc le père d'Aurore Berger est peut-être la personne la plus honnête du monde. Voilà, pas certain que la génétique ait fait des miracles. Quand tu vois le niveau de la dame, hein, faut quand même pas déconner. Donc l'argument est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont à chaque fois à aller chercher des références avec leur père, leur cousin, leur grand-mère. C'est fou, hein. C'est quand même extraordinaire. Et souvent, c'est ça en politique. Hein. Ouais, mais j'ai pas volé de pognon parce que mon père était banquier, il a toujours tout bien laissé dans la caisse. Ah bon, d'accord. Est-ce que le fils de Schumacher a arrêté de faire du ski? Non, mais je pose la question. Voilà, excusez-moi de lancer les vrais débats. Bref. Effectivement, il y a Ingrid von Horstmann qui dit pour faire plus peuple, plus humain. Oui. Mais on n'en peut plus de faire peuple. Hein. Vous avez vu Darmanin qui a fait son grand rassemblement à Tourcoing dimanche. Ils ont mangé des frites. Hein. Ils mangent des frites avec Gabriel Attal. Tu dis donc voilà, hein, écoutez-les comme ils sont contents. Voilà.
Madame la maire, très bien, madame la maire, bonjour. Voilà. Merci de m'accueillir. Ravi d'être là. On va manger des frites ? Allez, saucisses frites. On va manger des frites. Gabriel Attal rétorque saucisses frites. Voilà. Voilà le niveau de la politique. Pour faire peuple, on mange des frites, on enlève une cravate. Bon, je dis pas qu'ils nous prennent pour des gueux. Hein, j'ai pas dit ça. Ah, mais un peu. Voilà, non, un peu. Faut pas déconner non plus. Donc non, c'est assez extraordinaire, mais bon, bref. Continuons. Les amis, autre sujet sur lequel je voulais revenir avec vous. Gros sujet de la journée. L'histoire de Xavier Niel. Alors Xavier Niel, vous avez vu, hein, on en parle de partout, donc le grand patron de Free, super, génial. Il a fait son grand show à l'Olympia. Regardez France Culture qui nous dit ça. Hein. Xavier Niel fait le show à l'Olympia, que faut-il en retenir ? Donc il a fait 1600 places vendues en quelques jours, seul sur scène, micro à la main et prompteur au loin. Il s'adresse à un public pour raconter son parcours avec autodérision, n'hésitant pas à se tourner en ridicule. Donc c'est super, il a fait plein de trucs super. Il nous a expliqué le culte de l'entrepreneuriat, une sacrée envie de foutre le bordel. C'est le titre de son livre paru chez Flammarion. Mais vous connaissez la maison, si on en parle, c'est que voilà, Xavier Niel, ça mérite de creuser un peu le truc. Alors, il était sur France Inter ce matin, on va faire du React, on va regarder ça, on va découvrir un petit peu ce qu'il nous a dit, qui sont ces éléments de discours actuels. Hein. Il fait le tour des plateaux pour répéter ça à qui veut l'entendre. Et après, on va creuser ensemble le parcours de Xavier Niel. Parce que vous doutez bien, quand quelqu'un est adulé par le système médiatique, quand quelqu'un est aussi proche de la Macronie, il y a souvent saumon sous caillou. Donc on va regarder tout ça, mais d'abord Xavier Niel ce matin sur France Inter. On regarde, on réfléchit, on analyse. Ce matin, l'un des plus grands entrepreneurs français, fondateur de Free Iliad, mais aussi patron de presse, actionnaire du groupe Le Monde. Il a également fondé Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Xavier Niel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. Xavier Niel, votre parole est rare, très rare, rarissime dans les médias. Et on vous remercie d'avoir choisi l'antenne d'Inter pour vous exprimer sur un projet colossal qui vous tient à cœur. Vous venez de lancer avec Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, et Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle appelé Kyutai, ça veut dire sphère en japonais. Ce laboratoire est basé à Paris. Vous dites que vous voulez en faire un géant de l'IA et que la France peut être un leader mondial de l'intelligence artificielle. Alors on peut saluer l'ambition, Xavier Niel, mais au vu du retard pris par l'Europe, n'êtes-vous pas un peu trop optimiste ? Je vais vous faire votre phrase préférée. J'ai fait ma carrière sur le pessimisme des autres. Hein. Donc ça, voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Non, le sujet c'est quoi ? C'est que on a une tendance lourde qui va être l'émergence de l'intelligence artificielle partout dans nos vies. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise va être basé sur des algorithmes. Ces algorithmes, aujourd'hui, ils sont créés principalement aux États-Unis et en Chine. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de créer en France, en Europe, quelque chose qui va permettre à des chercheurs d'être là et de mettre en place des algorithmes qui vont correspondre à nos particularités européennes, à notre civilisation, à ce que l'on est. Voilà, c'est assez simple. Mais sur la philosophie du projet, pourquoi faut-il forcément un laboratoire européen ou un laboratoire français alors qu'il y en a déjà, comme vous dites, aux États-Unis et en Chine ? Vous assumez qu'il faut être patriote sur la question de l'intelligence artificielle ? Je sais pas si c'est du patriotisme, je sais juste que l'on a des règles de fonctionnement en Europe qui sont différentes des règles américaines et que j'ai pas envie que nos enfants dépendent d'algorithmes qui sont pas faits ici. C'est ça, hein, c'est simplement ça le sujet. Et envie que ce que l'on produit soit fait en ce qu'on appelle en open science. Donc voilà. Donc déjà, que les gens soient gérés par des algorithmes, oui, mais des algorithmes français, monsieur. Voilà, c'est très important, le patriotisme de Xavier Niel. Cet organisme-là, dans lequel, avec Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, on finance à hauteur de 300 millions d'euros, la volonté, c'est pas quelque chose de profitable, c'est quelque chose dans lequel on va produire l'intelligence. C'est à but non lucratif, dites-vous. À but non lucratif. Vous avez mis 300 millions, vous le dites ce matin, avec Rodolphe Saadé, mais comparé, et vous connaissez la question, comparé aux milliards de Meta ou de Microsoft, est-ce que c'est assez 300 millions ? Donc je vais vous redire que j'ai fait ma carrière sur le pessimisme. Ouais, on va pas faire toute l'interview sur la... Je vous le ressors à toute la soirée, toute la matinée. Non, et donc c'est
Oui, c'est assez. Si vous prenez OpenAI, et je suis sûr que vous allez m'en parler, si vous prenez OpenAI, le fonctionnement d'OpenAI, le lancement d'OpenAI, la création de ChatGPT s'est fait à la fois avec une infrastructure et un nombre d'humains d'êtres humains qui correspond exactement à ce que l'on met en place ici. Donc on est capable de créer quelque chose d'équivalent avec ces moyens. Fabrice Appleboyne, qui est prof à Sciences Po, spécialiste des questions numériques, a cette formule: la Californie joue en Ligue 1, nous autres Européens sommes en 3e division. Vous pensez vraiment qu'on peut passer en quelques mois en Ligue 1 ? Pour la première fois, on a seulement quelques mois de retard. On s'y met, on y met des moyens et on fonce. Donc oui, je pense qu'on peut jouer là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a les écoles qui forment sur ces sujets les meilleurs talents. Vous alliez chez OpenAI, Microsoft ou n'importe qui ou Google, les meilleurs talents viennent de France, viennent de Polytechnique, viennent de Cachan et ils sont là. Et oui, donc à partir de ce moment-là. Alors, juste pour rappel quand même, il nous l'a dit au début, il y a 3 investisseurs dans ce projet d'intelligence artificielle à la française. Xavier Niel, Rodolphe Saadé de CMA-CGM. Le 3e, c'est Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Il est américain, si jamais. Juste pour rappel, voilà, de ce projet 100% français, avec curieusement la patte américaine. Une fois de plus, c'est dingue quand même. Merde, ça tombe juste à chaque fois. Il y a une spécificité française là-dessus. Les Français sont bons en intelligence artificielle. Ils sont bons en intelligence artificielle. Voilà. Ils sont partis ailleurs. L'idée, c'est de les faire revenir. C'est pas mal de partir ailleurs. Ça permet de multiplier les expériences, de se croiser. Ouais. Mais revenir, c'est encore plus important. Et puis conserver nos talents, c'est génial aussi. Et vous allez les faire revenir, vous le dites très simplement, en les payant aussi bien qu'ailleurs, mais aussi en leur donnant la possibilité de se servir d'un supercalculateur et de faire de la recherche comme ils le souhaitent. La liberté de la recherche absolue. Ça suffit, ça ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de 2 choses, de chercheurs et de puissance de calcul. Qu'est-ce que l'on fait ? On a investi dans la puissance de calcul. On a créé en France l'ordinateur, le 5e plus puissant au monde pour faire de la recherche en intelligence artificielle. Les 4 premiers sont aux US. Il y en a peut-être en Chine. On ne le sait pas. On a les chercheurs et on va les réunir en leur laissant la liberté de recherche et de publication. Elle n'existe pas ailleurs, cette liberté-là. Quand vous êtes bureaucratisée, je ne sais pas, chez Facebook ou quand vous êtes chez une Microsoft. société, chez Facebook, ça va plutôt bien, mais quand vous êtes une société commerciale, votre finalité, c'est de protéger ce que vous avez créé et que vous avez inventé. Et on pense que ces sujets sont tellement importants qu'ils doivent être ouverts, lisibles, pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. Comment vous expliquez cette spécificité française, que les meilleurs cerveaux sur l'intelligence artificielle sont français ? Il y a Yann Lequin, d'ailleurs, que je crois vous avez attiré, qui est considéré un peu comme le grand-père de l'intelligence artificielle. On l'avait fait en interview l'année dernière. Et lui disait clairement qu'il est resté aux États-Unis. Ça fait 30 ans qu'il est aux États-Unis parce qu'il n'était pas bien payé en France. Il le disait de manière américaine. Il l'assumait à l'américaine. Il y a Arthur Mensch qui dirige Mistral AI aussi. Pourquoi la France ? Parce qu'on a des bonnes universités. En mathématiques, pour le top du top, parce que peut-être que plutôt il y en a d'autres sujets sur les mathématiques. C'est probablement. Oui, on a un autre sujet sur les mathématiques au collège et au lycée. Mais aujourd'hui, on a des écoles qui forment sur ces sujets le mieux, Polytechnique, des masters spécialisés, et donc on a des talents. Je ne sais pas si on est bon dans notre ADN quelque part en mathématiques, je suis pas sûr de cela, mais on a eu des écoles qui ont formé ces grands talents que l'on retrouve partout dans le monde. Donc on a besoin qu'ils ne s'en aillent plus pour des raisons qui vous ramenez là? Concrètement, quels sont les grands chercheurs que Yann Lequin, il revient en France? Non, Yann Lequin nous aide. Il reste chez Facebook, chez Meta, mais il est dans notre comité stratégique parce qu'il a la même idée, la même volonté. On est allé chercher 6 talents. C'est un peu les Avengers de l'AI. On leur a demandé de venir. Ils viennent de chez Meta, ils viennent de chez Apple, ils viennent de chez Google. Et ils rejoignent parce que qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous allez pouvoir publier dans ces entreprises, ils peuvent pas publier. Et puis, à côté de ce travail de publication, on va vous donner la puissance de calcul vous permettant de le faire. Et on va vous permettre de publiquement dire ce que vous faites et comment vous avancez. Il y a sans doute beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Qui va pouvoir utiliser le supercalculateur, Xavier Niel? Les chercheurs, les labos publics, les entreprises, les ingénieurs d'Iliade? Selon quels critères? Donnez-nous le mode d'emploi pour avoir accès à la bête. On en a plusieurs et on les multiplie. Et puis ce sont les chercheurs. Et à côté de ça, on a une activité commerciale qui n'a rien à voir, qui est sur ces supercalculateurs. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'ouvert. Mais ce qu'on pense, c'est qu'on a besoin de cette puissance de calcul en Europe. Quel est le but de QTI?
Cute Eye, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec Cute Eye? Je me demande si à la fin, il n'y a pas un jeu de mots. Il y a un avec petit le jeu de Montréal, mots, c'est ça veut possible. dire les yeux mignons. Bon, bref. Faire de la... Quel est le but à la fin? Et c'est là où j'en viens à la question de Sam Altman et de OpenAI, parce que c'est un peu incompréhensible ce qui se passe aux États-Unis depuis une semaine sur OpenAI. Juste, je dis pour nos auditeurs, c'est les fondateurs de ChatGPT, donc c'est vraiment les précurseurs. Et le grand patron, Sam Altman, a été débarqué. Il a été débarqué il y a quelques jours, et là, on vient d'apprendre il y a quelques minutes, qu'il serait rétabli dans ses fonctions. OpenAI annonce le retour de Sam Altman à sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? Ouais, simplement, vous aviez une fondation qui avait un but non commercial, qui a créé une société. Cette fondation non commerciale a créé une société commerciale. Cette société commerciale a créé un produit, ChatGPT, qui a un succès mondial. On n'a jamais vu une start-up progresser aussi vite. Et puis, vous avez la fondation qui dit, mais ce que vous faites, c'est très commercial. Et Sam Altman assume de faire du business. Il assume dans cette entreprise-là d'avoir créé un produit commercial incroyable et il a créé une équipe qui a une finalité commerciale et le board pensait que ce n'allait pas dans le bon sens. Donc le débarque, sauf que le produit est incroyable, que vous avez des actionnaires comme Microsoft qui a mis 13 milliards de dollars et d'autres qui ont mis de l'argent et qui disent attendez, nous on investit dans un projet commercial, c'est bien que la fondation ait créé quelque chose de différent. Donc vous avez eu un conflit à un instant de raison, mais il y avait, je veux dire, tout le monde a démissionné chez OpenAI, 90% des salariés ont démissionné, on dit on s'en va. On s'en va si vous virez Sam Altman. S'il revient pas, et donc il revient à la fin. Donc si vous voulez, et à la fin, oui, mais à la fin, c'est le but lucratif qui a gagné. Vous avez un produit commercial. Le ChatGPT est un produit commercial. Et ben justement, QTI, ça va être quoi? Ça n'a pas de but commercial. Si QTI a l'intelligence un jour de créer un produit commercial. Première interruption dans vos programmes parce qu'il n'y a quand même pas le choix. Donc, on récapitule. Le cousin nous met 300 millions d'euros sur la table pour financer un projet d'intelligence artificielle français. Il utilise d'ailleurs le qualificatif d'européen. Mais ça n'a pas de but, bien évidemment. Ça n'a pas de but commercial. Voilà. Non. 300 millions, cadeau. C'est pour Xavier, c'est cadeau. Il n'y a bien sûr aucun intérêt à peut-être récupérer des brevets qui pourraient être déposés, à récupérer des inventions, à récupérer des startups qui pourraient se créer après avoir été poussées par cet organisme. On rappelle que Xavier Niel, c'est aussi le créateur de l'école comment qu'elle s'appelle 42, qui vise à encourager des projets de création liés à l'informatique, à l'internet. Super école, et une fois de plus, il faut faire la part des choses. Ce sont des super initiatives, bien évidemment, mais on est dans l'ultra-capitalisme. D'ailleurs, dans la mécanique capitaliste basique, qui est de posséder les, on va dire, c'est une expression métaphorique, m'engueulez pas, de posséder les ventres de création, c'est-à-dire qu'on va financer des pépinières d'entreprises, des endroits où on aide les gens à créer des entreprises, on aide à inventer, on donne les moyens pour tester, on donne les moyens techniques et tout ça, et les projets qui réussissent le mieux sont immédiatement investis financièrement par la main qui domine le tout. Donc, si vous voulez, c'est le fonctionnement capitaliste, c'est le fonctionnement de garder le contrôle sur les petites structures en passe de devenir plus grandes et de toujours les maintenir dans un lien de soumission, un lien inféodé, où ces petites structures qui, même si elles explosent, gardent au-dessus d'elles une main qui les domine. Donc c'est basique, je veux dire, c'est un fonctionnement basique du capitalisme. Je ne sais plus, je crois que c'est une fois de plus chez Marx qu'on peut lire ça, cette capacité en fait à prélever la sève de tout projet qui grandit. C'est le fonctionnement capitalistique basique, qui est d'ailleurs le même fonctionnement d'une usine avec ses employés, c'est-à-dire une usine qui au départ fait travailler des gens, finance des gens, et le fonctionnement est positif, il faut le souligner, pour, comme je vous disais, faire la part des choses. Mais la réalité du terrain, c'est que une usine va exploiter un travailleur pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, et si, après sa retraite, le travailleur a des problèmes de santé liés à son métier exercé pendant plus de 40 ans, ça n'est pas l'entreprise qui paie les soins. Donc, c'est vraiment le fonctionnement basique, capitalistique, vraiment basique, élémentaire, d'une structure qui prélève toute la sève qu'elle peut prélever, qui domine, qui garde un lien de subordination et qui, après, met l'unité de travail hors de son giron, si vous voulez, que ce soit une personne, que ce soit une machine, que ce soit une start-up.
C'est vraiment le fonctionnement. Aujourd'hui, on fait joli, hein, on appelle ça, faut des mots anglais, on appelle ça les business angels. Vous savez, business angels, par exemple, Xavier Niel, hein, est un business angel français bien connu, qui sont des gens fortunés, qui injectent du pognon dans des startups et qui récupèrent des dividendes, hein, de manière assez logique, qui récupèrent des retombées financières si les projets fonctionnent bien. Imaginez la chaîne dans laquelle Xavier Niel, avec son école 42, il finance les startups qui vont se lancer, donc il investit d'entrée, c'est-à-dire qu'elles lui sont redevables d'entrée de jeu, de par l'accès à cette école. Et après, pour les projets qui marchent le mieux, qu'il peut repérer parce que ces projets grandissent sous ses yeux, il investit dedans et il gagne du pognon. C'est champagne, c'est champagne. Et là, Xavier Niel, bon, qui est à mon avis pour moi aussi sérieux que Muriel Robin, nous explique que son projet d'intelligence artificielle, il n'y a aucun objectif, hein, bien sûr, aucun objectif financier. Tout ça est fait pour le plaisir, bien évidemment, de la France, pour le plaisir du général de Gaulle. Voilà, hein, on continue, on le reprend. Regardez ce gourmand, il s'en croque les ongles. Je suis sûr que les gens qui sponsorisent cette fondation aujourd'hui seront contents d'aider commercialement la société commerciale qui en découlera. Donc aujourd'hui, QTI, c'est vraiment pour faire avancer la science, pour faire avancer la médecine, pour faire avancer l'intelligence artificielle, pour qu'on soit à nouveau au top français, qu'on promeuve, qu'on devienne un leader mondial, un géant mondial. Et il n'y a pas d'objectif de faire de l'argent. Aucun, on a des activités avec Rodolphe Sadet, je crois qu'on a des activités avec CGM, on a des activités à côté dont la finalité est de faire de l'argent. Oui, mais c'est différent. Là, la volonté ici, c'est d'aider, c'est de se dire comment on est capable. On est dans un pays qui aime les révolutions, mais souvent on se prend pas aux mains. Donc avec Rodolphe et avec d'autres, on a décidé de se prendre en main pour créer quelque chose qui va participer à cette révolution. Et pour participer à cette révolution, d'être capable de réattirer des talents en leur créant toute l'infrastructure nécessaire pour avancer. J'ai pas totalement tort quand je dis qu'il y a quelque chose de patriotique dans ce projet. Complètement patriotique. Je sais pas s'il est pour la France ou pour l'Europe, mais avec une vision avec du patriotisme. Oui, Xavier Niel, ce matin, des millions d'auditeurs. Donc avec Rodolphe et avec d'autres, on a décidé de se prendre en main pour créer quelque chose qui va participer à cette révolution. Et pour participer à cette révolution, d'être capable de réattirer des talents en leur créant toute l'infrastructure nécessaire pour avancer. J'ai pas totalement tort quand je dis qu'il y a quelque chose de patriotique dans ce projet. Complètement patriotique. Je sais pas s'il est pour la France ou pour l'Europe, mais avec une vision avec du patriotisme. Jackpot. Non mais jackpot, les amis. Mensonge clair sur le fonctionnement capitalistique du projet. Et le mec te rajoute, si jamais on n'avait pas compris, patriotique, je ne sais pas si c'est pour la France ou pour l'Europe. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le jackpot. J'avais pas vu la vidéo, j'attendais d'être avec vous pour la regarder, mais c'est clairement le jackpot, le patriotisme européen. Donc, on ne le sait pas parce qu'on est évidemment, il ne le dit pas. Il faudra creuser ce projet de cute aïe, là, je sais pas quoi. Si en plus il y a des subventions françaises dans ce projet au relent patriotique européen, champagne. Voilà, là la boucle est bouclée. Vraiment, on se régale. Ça en devient caricatural. Franchement, ça en revient caricatural. De ces élites mondialisées qui, comme des vampires, sucent tout ce qu'elles peuvent. J'ai dit comme des vampires, pas de méprise. Et qui racontent n'importe quoi. Je veux dire, le mec investit 300 millions d'euros sans visée de rentabilité. Je veux bien qu'ils soient gavés de pognon, mais ce sont des hommes d'affaires redoutables. Soyons sérieux. C'est comme quand ils achètent des médias. C'est bien évidemment pour la liberté de la presse. Vous avez vu la gueule de la presse aujourd'hui? Genre, soyons sérieux. Quand ces gens-là investissent dans des journaux, ils sortent les violons pour vous dire « Ah non, mais c'est bien sûr pour la liberté de la presse, pour défendre la pluralité. » T'as vu la gueule de la pluralité? Donc là, c'est pareil, je veux dire. C'est extraordinaire. Mais là où il ne se cache pas, c'est comment il te le dit. Le mec n'est même pas foutu de reconnaître quelle est sa patrie, à savoir si c'est la patrie française ou européenne. Bon ben voilà, c'est d'ailleurs l'état idéologique de nos élites, même politiques, et de tous bords, on en parlait hier. Donc c'est très intéressant. Et rappelons quand même pour le portrait qu'on parle de Xavier Niel en couple avec Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, donc évidemment le grand patron de LVMH. C'est ce même Xavier Niel qui a rencontré Brigitte Macron dans un premier temps, dans un premier temps par l'intermédiaire de sa femme Delphine Arnault, dont les frères étaient élèves de Brigitte Macron. Les frères ou les enfants, j'ai un doute. Non, les enfants, je crois. Étaient élèves de Brigitte Macron quand elle enseignait à Paris.
Donc, le monde est tout petit. Et c'est Xavier Niel qui fait rencontrer Mimi Marchand et Brigitte Macron. Donc, je veux dire, la boucle est bouclée. Et le mec te tient ce genre de discours aujourd'hui. Il fréquente, si vous voulez, le plus haut niveau de la politique française. Et le mec te dit, il ne sait même pas quelle est sa patrie. Il ne sait pas, pour lui, à quoi se réfère le sentiment patriotique si on parle de la France ou de l'Europe. Donc voilà, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de développer pendant des heures, c'est clair. Comme je vous dis souvent, tout est sous nos yeux, hein. Il n'y a pas besoin d'analyse prestigieuse pour comprendre tout ça. Le mec vous le dit. Alors peut-être qu'un jour on aura l'information, mais je suis sûr et certain que ce projet Qt IA a reçu des subventions publiques pour un projet qui est de nature européenne, donc américaine, in fine. Donc c'est extraordinaire. On continue parce qu'on va sûrement avoir d'autres pépites. Génial, ce matin, des millions d'auditeurs vous écoutent et ils ont peut-être peur de l'intelligence artificielle. Au-delà de la peur, il y a des mots aussi, supercalculateur, open source, IA générative, machine learning, etc. Comment les rassurer? Quel mot trouver pour dire que vous n'êtes pas en train de créer un monstre? Emmett Shear de OpenAI disait de l'intelligence artificielle, c'est comme si quelqu'un avait inventé un moyen de fabriquer une bombe atomique 10 fois plus puissante avec du sable et de l'eau de Javel. C'est un putain de gros problème. Vous comprenez cette peur? Je comprends cette peur, parce qu'il faut simplifier ou expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous allez me donner plein de données, je vais les traiter, je vais les analyser. Et quand vous allez me poser une question sur la base de ces données, je vais vous donner la meilleure réponse. C'est ça l'intelligence artificielle. Et parfois, ce que les gens comprennent, c'est un cerveau tout seul qui se promène, qui est capable d'inventer, de faire des choses. C'est pas une réalité. Peut-être que ça le sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais c'est pas la réalité aujourd'hui. Je vais prendre la totalité de ce que vous avez dit au cours des 30 dernières années sur ce plateau. Je vais l'agréger. Et puis au bout de ça, quand vous allez me poser une question, je vais mélanger tout ça et je vais essayer d'apporter la meilleure réponse. C'est ça. Mais en même temps, Yann Lequin, qui était à notre micro l'an dernier, disait que dans un futur proche, dans 10 ans, dans 15 ans, on se promènera tous, non plus avec un smartphone dans notre poche, mais avec des lunettes connectées qui seront notre assistant virtuel, qui seront, dit-il, comme notre meilleur ami en plus intelligent. Vous comprenez que cette phrase-là, elle est fait flipper pas mal de gens, parce que vous le voyez, le monde de dans 15 ans où on sera tous avec notre meilleur ami en lunettes. Je vous aurais dit qu'il y a 20 ans, vous auriez eu dans votre poche un truc qui allait répondre à toutes vos questions et que ça s'appelle Google. Vous m'auriez dit, mais ce garçon marche sur la tête. C'est juste une évolution de la société. Ce qui est important, c'est est-ce que l'on garde notre cerveau et son fonctionnement? Est-ce qu'on continue d'avoir besoin de lui? Et aujourd'hui, pour les 10, 15, 20, 30 ans qui viennent, oui. Et est-ce qu'on garde nos emplois aussi? C'est l'autre question qui fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a l'impression que ça va supprimer plein d'emplois, que peut-être dans 15 ans... Alors par contre, poser la question de est-ce qu'on garde nos cerveaux à Léa Salamé, je suis pas certain que ce soit l'auditrice la plus pertinente, mais bon. Au lieu de Nicolas et de moi ici, eh bien, par exemple, ce sera notre assistant virtuel qui vous posera des questions et peut-être que vous serez même pas là, ce sera le vôtre qui répondra. C'est une vue de l'esprit de s'imaginer ça? Je pense que les gens ont besoin d'humains en face d'eux et que l'humain, c'est important. Quand on regardait dans les entreprises, quand on a dit maintenant vous allez tous travailler de chez vous, les entreprises ont pu fonctionner de la même manière. Donc oui, on a besoin de l'humain, il est important. On crée des outils pour nous aider. Enfin, on voit quand même une société qui avance dans la robotisation, où il y a de moins en moins d'humains qui nous répondent quand on parle au téléphone, c'est un robot qui nous répond. Donc c'est ça qui angoisse. C'est ça, cette IA-anxiété que vous n'avez jamais, parce que même quand vous étiez jeune lycéen, vous étiez fasciné déjà par le Minitel, par Internet, etc. Vous n'avez jamais eu peur des nouvelles technologies. Non, et elle est enrichissante, cette séquence. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Au-delà de la polémique du bonhomme Xavier Niel, on va creuser sur ça juste après, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Si vous regardez ce que dit Léa Salamé, ce qui est rigolo, c'est que la crainte qu'elle a, c'est certes une illustration, mais de manière fort égoïste, la première question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'elle va perdre son job? Et vous avez vu, elle dit est-ce que finalement on va vous recevoir dans 15-20 ans et ce sera nos assistants virtuels qui poseront les questions? Bon, ce qu'elle oublie peut-être de dire, c'est que ce sont déjà ces assistants pas du tout virtuels qui les écrivent. Donc bon, comme quoi il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour que ce soit une trompette. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on oublie peut-être un peu rapidement que les métiers qui vont être grand remplacés ou créolisés, comme dirait Mélenchon, les métiers qui vont être grand remplacés dans le monde de l'intelligence artificielle, enfin par l'intelligence artificielle, ce sont des métiers du tertiaire, du secteur tertiaire. Ce sont des métiers intimement liés à Internet. Ce sont des métiers qui pourront être grand remplacés par l'intelligence artificielle. Mais le boulanger, à moins que l'on fasse des progrès extraordinaires en robotique pour faire un robot boulanger, pour l'instant, on n'y est pas.
on peut avoir des améliorations. Il y a des robots de cuisine, ça existe, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui flippent le plus sur l'arrivée potentielle de l'IA et le grand remplacement des travailleurs, ce sont concernant des métiers du tertiaire, des métiers du service, des métiers du média, des métiers des médias, pardon. Mais demain, quelle intelligence artificielle va remplacer l'agriculteur, le boulanger, l'ouvrier sur les chantiers, l'ouvrier dans les usines? On peut parler de lignes de production. Il y a une amélioration technique des lignes de production, ça c'est certain. Mais si on regarde là où la menace est la plus pressante, c'est clairement dans les métiers, d'une certaine manière, bourgeois. Ou en tout cas en lien avec des élites bourgeoises. Regardez les journalistes. Évidemment, hein, demain, avec d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit le niveau de nos journalistes, leur capacité à reprendre une dépêche AFP, changer 3 phrases et appeler ça du journalisme, effectivement, ChatGPT les a déjà remplacés. Déjà. L'agriculteur, je ne suis pas certain. Le boulanger, je ne suis pas certain. La sage-femme, je ne suis pas certain. L'infirmier, je ne suis pas certain. D'ailleurs, si c'était le cas, notre système de santé n'en serait pas là. Donc, je trouve que sur certains métiers, par exemple les journalistes, si on considère que le métier d'un journaliste est de recopier une dépêche AFP, changer rapidement la tournure des phrases et publier ça, effectivement, vaut mieux que l'intelligence artificielle le fasse. D'ailleurs, c'est dans leur intérêt. Ils vont continuer à se gaver de subventions, ils n'auront plus de salaire à dépenser. Mais ce sont des métiers, si vous voulez, qui sont très liés au tertiaire, je le redis, très liés au secteur des médias, très liés au secteur bourgeois. Et que les métiers manuels, les métiers de production réelle, et je vous renvoie, évidemment, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui en parlait, je vous renvoie vers le formidable bouquin de Tatiana Ventose, que je salue et que j'embrasse, son bouquin Le temps des producteurs, qui explique ça très très bien, et je vous invite vraiment à le lire. S'il y a un livre à lire là-dessus, allez-y les amis, hein. Il est venu le temps des producteurs, c'est le livre de Tatiana Ventose. Allez-y vraiment, elle fait un super boulot, j'aime beaucoup. Voilà, en toute subjectivité, voilà, qu'on soit bien d'accord. Et voilà, et ce bouquin explique ça très très bien, de manière beaucoup mieux développée que ce que je vous dis là. Mais toujours est-il que Léa Salamé reflète complètement cette crainte de l'intelligence artificielle, qui est une crainte de la part de nos couches sociales les plus hautes. Et que la personne qui se lève à 5 heures pour aller faire des ménages dans les entreprises de la défense, tout le monde s'en branle de la menace de l'IA par rapport à cette personne. Tout le monde s'en fout. Parce que c'est pas elle qui est menacée, c'est pas cette personne, femme ou homme, on s'en fout. L'éboueur n'est pas menacé par l'intelligence artificielle. C'est ça le truc. La nounou n'est pas menacée par l'intelligence artificielle. Par contre, la bourgeoise féministe de plateau qui paye une nounou pendant qu'elle parle à la télé, elle a peur de l'intelligence artificielle. Parce que les gens peuvent aller sur ChatGPT, dire écoute, raconte-moi une connerie pendant 15 minutes, et du coup, ils ne regardent plus la télé. Donc, pour le résumer, le résumer rapidement. Et il y a Stratus 13, et c'est vrai qu'on en avait parlé, ça me fait rigoler, c'est très juste. L'épisode de South Park sur ce sujet qui prend tout son sens. Je vous avais parlé d'un épisode de South Park extraordinaire, mais je t'embête, camarade. J'ai le droit de regarder South Park ou pas sur Twitch? Un épisode qui est génial et qui parle de ça. Réacte sur ça. Enfin, j'en sais rien. Non, mais après, est-ce que tu vas te faire choper si tu cut la rediff? Ouais. Parce qu'il y en a qui font des réacts d'émissions, trucs comme il y ça a et plein de tout. trucs. Bon, il y en a qui ont les droits, qui les achètent. Ah ouais. Et d'autres qui font ça à la bite. Mais ils n'ont pas de rediff. Et des fois, ils sautent. Ouais, c'est peut-être un peu risqué. Il faut du se coup. renseigner un peu. Parce que c'est vrai que pour le coup, il est super cet épisode, on en avait parlé. Mais... Ouais, désolé, je peux pas faire de rediff. C'est pas grave, c'était mon avocat. Mon avocat, wow. Merci maître du barreau tout court. Donc ouais, effectivement, l'épisode de South Park qui est vraiment super et qui résume ça parfaitement. Donc non, voilà, il y a Kong Biazzo qui dit dans le chat, l'IA menace les bullshit jobs, l'IA ne sait pas produire des résultats fiables et reproductibles, mais elle produit de l'à peu près, donc parfait pour remplacer les bullshit jobs, mais pas les boulots sérieux. Complètement d'accord. Sur les bullshit jobs, hein, pour ceux qui veulent creuser la notion, c'est un bouquin de David Graeber qui a été écrit il y a quelques années, qui est décédé, si je dis pas de conneries, David Graeber. Il est mort il y a pas longtemps. Attendez, je veux pas vous dire de conneries, je sais pas pourquoi j'ai un vilain souvenir de ça.
Ouais, c'est ça, il est mort le 2 septembre 2020. Alors, ça remonte quand même un petit peu. Et il avait écrit un bouquin justement sur l'émergence dans nos sociétés, l'émergence notamment du côté des couches sociales les plus élevées, de ces bullshit jobs, c'est-à-dire de gens qui ont des métiers, si vous voulez, dont à un moment donné, ils mesurent très vite l'inconséquence et l'inutilité. Et ces métiers-là, ces métiers-là sont directement concernés, évidemment, par la menace de l'intelligence artificielle. Attendez, on continue avec Xavier Niel, parce que je trouve l'interview vraiment intéressante. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette ou pas, si vous trouvez ça intéressant ou si ça vous fait chier, si vous voulez qu'on passe. Vous donner un contre-exemple, excusez-moi, chez Free, et voyez pas ça comme un acte de publicité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour le support? On avait du support délocalisé à l'étranger. Aujourd'hui, on est en train de ramener le support et de le mettre de plus en plus humain au coin de la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous habitez à Angers, le support d'Angers, il est fait à Angers. Donc on fait l'inverse parce que nos utilisateurs, nos consommateurs, ils veulent ça, ils veulent cela. Allez, on passe au standard d'Inter. Bonjour Olivier. Bonjour à l'équipe et bonjour à Xavier, je suis super content de vous parler. Merci pour ce que vous avez fait pour les télécoms en France. Pour faire de l'IA, on a besoin des chipsets de chez Nvidia, donc des puces pour faire simple aux auditeurs. On sait que les grosses boîtes font une bataille parce qu'il n'y a qu'un seul fournisseur. Comment vous avez fait pour mettre la main dessus et est-ce que vous allez en avoir suffisamment pour pouvoir vous développer comme vous l'annoncez en fait? Merci Olivier pour cette question. Chipset Nvidia. On s'améliore. Donc en fait, les supercalculateurs reposent sur des machines, des composants fabriqués par Nvidia et qui les vendent principalement aux GAFAM américains. Et l'idée d'Nvidia, c'est de se dire, à un moment, ces GAFAM américains vont eux-mêmes créer leurs propres puces. Et là, en Europe, on a d'autres personnes qui sont prêtes à nous acheter nos équipements. Est-ce qu'on n'est pas capable de les servir en priorité? Et c'est ça le sujet avec Nvidia. Et c'est ce qu'a fait Nvidia en aidant des nouveaux acteurs à émerger en face des GAFAM. On est devenu super techno. Oui, on est devenu super techno parce que notre auditeur l'est. Il y en a un autre qui l'est aussi. Décidément, mais ça, on savait qu'il y avait plein de gens qui sont vraiment des passionnés de l'IA, mais il y en a d'autres aussi qui comprennent moins, dont moi. Clément, sur l'appli d'Inter, pour la capacité de calcul, le supercalculateur, c'est chouette. Mais ensuite, allez-vous bosser avec des clouders européens? Oui, je vous fais simple. Oui, faites ça. En fait, une fois qu'on a acheté ces machines pour les exploiter, ça fait partie de nos activités. Bien évidemment, on les exploite en Europe. Hélène, sur l'appli, pourquoi vouloir développer à tout prix l'intelligence artificielle alors que les spécialistes des métaux rares disent que dans 30 ans, tout sera quasiment terminé car nous n'aurons plus assez de ressources non renouvelables pour produire du numérique? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui dans tous les cas va se développer. Il faut mieux que ça se développe en Europe et en France. Vincent en ligne, vous nous appelez de Blois. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Xavier Niel. Voilà, vous êtes sûrement au courant des propos que donc Elon Musk a donné à Rishi Sunak qui l'interviewait. Et Elon Musk a déclaré que tout simplement l'intelligence artificielle allait détruire tous les emplois. Tous les emplois. Donc ça détruit la théorie économique de Schumpeter qui est la destruction créatrice d'emplois, c'est-à-dire que dans un premier temps, une innovation technologique détruit les emplois, et puis dans un deuxième temps, elle en crée qu'on ne connaît pas encore. Mais ça a été démenti par Elon Musk. Qu'en pensez-vous? Merci Vincent pour cette question. Rishi Sunak, Premier ministre britannique. Xavier Niel. Moi, je continue de croire en Schumpeter et ça a été encore une fois un peu ma carrière, c'est de dire quand vous faites une révolution et quand vous participez à une révolution, c'est créateur d'emplois. D'où l'intérêt de faire cette révolution en France plutôt que juste l'utiliser, parce que c'est l'endroit où on va faire ces révolutions qui vont être les endroits où on va créer le plus d'emplois. Alors vous avez les félicitations de Bro sur l'appli. Bravo à vous pour cet investissement sur l'IA. Il ne faut pas laisser les autres pays décider de notre avenir sur des sujets aussi fondamentaux, y compris sur nos libertés. Bravo. Continuez. On avait aussi envie de vous poser quelques questions, Xavier Niel, sur votre autre casquette de patron de presse, car c'est une journée spéciale portes ouvertes sur l'info sur Radio France. Votre regard de grand patron sur la presse, sur l'évolution des médias. Mais j'ai aussi une question, si vous le voulez bien, parce qu'on a quand même un des grands entrepreneurs français sur l'économie. Il y a 3 semaines, Le Monde titrait la chose suivante: l'économie de l'Union européenne est en train de la zone euro est en train de décrocher face aux États-Unis. Effectivement, elle se contracte. Les prévisions pour l'année prochaine ne sont pas bonnes pour l'Union européenne, pour la France également. Les Français, vous le savez, sont déclinistes. Quand vous regardez les sondages qui se suivent, ils sont pessimistes pour notre pays. Ils ont l'impression d'un déclassement.
Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez l'impression que la zone euro décroche face aux États-Unis? Est-ce qu'on a les nuages noirs s'amoncellent pour l'année prochaine? Ou vous dites comme Bruno Le Maire, non, 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 stop au pessimisme, stop au déclinisme, on va bien? Je ne sais pas vous répondre sur l'Union européenne. Ce que je vois, c'est que l'économie en France va pas trop mal. Et je vais vous recaler ça avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est le deuxième pays au monde dans lequel on a le plus d'investissement sur ces sujets. Et on est probablement le pays sur lequel on a le plus de croissance. On crée des emplois, on crée des entreprises. Ça se passe plutôt bien ici et on a une économie qui marche plutôt bien en France. Après, l'Allemagne a un certain nombre de problèmes. L'Angleterre est sortie de l'Europe et le Brexit, on le voit, ça fait des migrations notamment vers Paris. L'Italie, faut voir. L'Espagne, c'est compliqué. Donc, au milieu de l'Europe, je le vois. En France, c'est parce que on a une économie plutôt dynamique qui marche plutôt bien. L'idée, c'est comment on arrive à créer les grandes entreprises pour demain. On y revient. C'est comment on arrive à créer des startups. On commence un peu à se startups. faire chier. Il reste 6 minutes. L'analyse économique de Xavier Niel, c'est quelque chose. Hein. Putain, là, on a pris une claque. Hein. L'Italie, ça va. L'Espagne, c'est moyenasse. L'Angleterre, il y a de la migration vers Paris. Alors ça, c'est une première nouvelle. Bah, les fameux supporters anglais de Darmanin. Ben oui, et oui, et oui. C'est extraordinaire. Donc bon, l'analyse est un peu moise-bac, mais c'est pas grave. Je rebondis parce qu'il y a un commentaire intéressant, une fois n'est pas coutume, comme d'hab, de mon Babcom5 que j'embrasse, qui dit « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Rémi. Au Japon, ils travaillent sur des robots d'aide à la personne, pour personnes âgées et pour bébés. » Oui, évidemment. Mais à mon sens, une fois de plus, ça n'est que mon avis. Il y a la question de la production des robots, ça c'est une chose. Et ensuite, il y a la question de l'accès à ces robots. Il faut penser la chose dans son ensemble. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, vous avez des téléphones qui vous permettent, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, de traduire en temps réel ce que vous dites. C'est super. Mais il faut se l'acheter, ce téléphone. Donc c'est pareil, en fait. C'est pareil avec les robots. Bien sûr qu'il va y avoir des solutions de robotique ou d'intelligence artificielle qui vont permettre des choses extraordinaires. Mais est-ce que vous pensez franchement que ces robots vont être installés dans les zones où la natalité française est en baisse, où on ferme des maternités faute de main-d'œuvre? C'est aussi ça le problème. On peut produire plein de choses, mais la question de l'accès est plus la même. Donc, d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi, mon Babcom, hein, mais je pense qu'il faut penser la chose dans son ensemble. Dans son ensemble, et ça éclaire pas mal le débat. Je veux dire, l'intelligence artificielle, la question est un petit peu la même. On va inventer assurément des choses extraordinaires, mais qui pourra les payer? Qui pourra se le permettre? Et d'ailleurs, sur ce raisonnement du coût de l'innovation, dans la santé, c'est la même chose. Sans parler de robotique. Dans le domaine de la santé, vous avez aujourd'hui des traitements qui coûtent extrêmement cher. Et on arrive dans des situations où tout le monde ne peut pas se payer le traitement pour se soigner. Et parfois des traitements sur des maladies rares, des maladies qui touchent les enfants. Et on est tous pleins d'empathie en disant mais il faut pouvoir se payer le médicament. Ben non, parce que l'industrie de la santé doit d'une certaine manière rembourser ses coûts. Ça, faut pas le nier non plus, mais elle doit surtout faire de la marge. Et dans une logique de marché, quand vous êtes seul sur un marché avec un produit avec une forte demande, vous faites péter les prix, c'est normal. Donc c'est voilà. Mon Babcom5 qui dit quand les premiers PC sont sortis, seuls les riches pouvaient se le permettre. Aujourd'hui, tu as des PC abordables. Et tu disais juste avant, je pense qu'avec le temps, le coût diminuera. Tout à fait. Effectivement, il y a aussi cette valeur qui va baisser dans le temps. Mais je pense que l'horizon dont on parle me semble loin d'être immédiat. Me semble vraiment loin d'être immédiat parce que si on compare la télévision à un robot d'aide aux personnes âgées, par exemple, on a un rapport de consommation qui est complètement différent. Enfin, on va pas se lancer dans une grande analyse de l'impact de l'entrée de la télévision dans les ménages, mais encore que, hein, déjà la télévision n'était pas juste un bien technologique qu'il fallait installer dans les ménages. Ça s'accompagnait de toute une volonté d'accès à l'information, d'accès à d'autres messages peut-être un petit peu propagandistes. Mais voilà, je pense que c'est très intéressant. J'ai pas envie de me lancer dans une explication à la con qu'il faudrait à mon avis développer bien plus sérieusement et sur un format plus long. Je suis d'accord avec toi que le coût de ces outils sur le temps a tendance à être réduit. Mais sur l'intelligence artificielle, sur ces robots d'aide à la personne, enfin, comment dire,
Sur les robots d'aide à la personne, je suis d'accord avec toi, mon Babcom 5. Sur l'intelligence artificielle, je reste pour l'instant, hein, et avec plaisir pour en papoter et changer d'avis, je reste quand même sur l'argument des métiers menacés qui sont clairement des métiers du tertiaire et liés aux couches les plus hautes de la société. Mais c'est un vrai débat, hein, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et je trouve ça chouettos. Voilà, on est en plein dans les questions technologiques. On parle de tout sur Juste Milieu et dans le Juste Bistrot, bien évidemment. Les copains, je vais pas tarder ce soir parce que j'ai mal au crâne. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Le Covid, un coup des Russes. Je sais pas, je ne sais guère, mais j'ai la migraine. Voilà, I have the half of the grain, migraine, hein, je le dis d'ailleurs, étymologiquement, c'est la moitié de la tête. Ah oui, quand vous avez la migraine, vous avez mal qu'à un lobe de la tête. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle migraine. Voilà, vous dormirez moins con. Voilà. Alors que moi, non. Moi, je reste sur des bases très élevées. Donc, je vous le dis, sur cette histoire de migraine, on s'en fout. On finit l'émission avec une info pas dingue, pas dingo, mais ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Demain, on fera une émission plus longue si je suis pas malade. Peut-être que j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Voilà, ça c'est magnifique. Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi? Coup de soleil de, comment il s'appelle l'autre? Je sais plus. Écran total, enfin bref, une super chanson d'amour. On adore l'amour. Voilà. C'est Richard Cocciante. Voilà, absolument. Cocciante, c'est l'Italie. Ah, je suis un amateur de karaoké, donc il y a des chansons à la con dont je connais les paroles. Voilà. Migraine ou pas migraine. Voilà, Richard Cocciante. Je vois que vous avez la rêve, ça fait plaisir. Très belle reprise d'ailleurs de. Attends, il y a une reprise que j'aime bien. Camélia Jordana, à l'époque où elle était à la Nouvelle Star, avant qu'elle devienne une gauchiste un peu pénible. Je crois qu'elle l'avait chantée à la Nouvelle Star, si je dis pas de conneries. Merci à Dans ton milieu, qui vient encore d'offrir 5 subs, c'est extraordinaire. À Guillaume83, Jarod du Sud, Chimpou, Valentine71 et Nostromo FR. Merci beaucoup, camarades. Ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique. Donc, les copains, on se quitte là-dessus pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour double ration de Juste Milieu, la farce tranquille à 18h et le Juste Bistrot à 16h45. Je me soignais, petite migraine à la con demain, plein gaz. Inch'Allah, j'espère. Je vous embrasse, passez une excellente soirée les copains. Vive la rigolade, vive la France et à demain.